Donc bienvenue encore à cette université d'été organisée, comme vous le savez bien, par l'Institut Jean de la Croix, au monastère du Brousset, qui nous accueille. Cette année, le thème que nous avons choisi, c'est « Femmes au Carmel avec Marie ». C'est donc travailler la figure féminine dans la spiritualité carmélitaine. Sujet bien sûr d'éminente actualité, d'actualité permanente, on peut aussi dire, mais qui peut-être prend une acuité particulière dans les derniers temps. Lorsque nous avons choisi les dates de cette université d'été, c'est un peu toujours pour les mêmes raisons. Le 16 juillet étant notre pèlerinage provincial, c'est souvent la semaine qui suit, et ça commence au lundi et ça finit au samedi. C'est un peu notre tradition à l'université d'été. Ce qui n'était point prévu, c'est que le lundi de cette semaine-ci soit la fête de Sainte Marie-Madeleine, ce qui est évidemment tout à fait le fruit du hasard et de la nécessité spirituelle. Donc c'est évidemment parfait pour nous de commencer avec Sainte Marie-Madeleine en ce premier jour donc, de notre université d'été, avec cette figure dont vous le savez bien, et sinon nous allons l'apprendre ensemble, est une figure particulièrement aimée par les saints et saintes du Carmel, en raison de ce qu'elle représente. Une femme de désir, une femme passionnée, une femme amoureuse, une femme qui est celle du Cantique des Cantiques, qui a cherché son bien-aimé toute la nuit sans le trouver, mais qui n'arrête pas de le chercher et qui finit par le trouver, par le saisir, et bien sûr particulièrement donc au moment de la résurrection, voilà, mon bien-aimé, en quelque sorte elle voudrait le retenir par son amour, et elle va continuer son aventure amoureuse avec le Seigneur, avec le Christ ressuscité. Donc peut-être que nous pourrons juste nous confier à Sainte Marie-Madeleine, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Confions, Seigneur, cette université d'été pour qu'elle soit pour chacun d'entre nous une occasion de croissance dans notre foi, d'approfondissement de notre propre mystère d'hommes, de femmes, que les saints du Carmel, les saints et saintes du Carmel nous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie-Madeleine, en ce premier jour de l'université d'été, j'ai donc la joie d'accueillir aux premières conférences Aude Surami, qui est vice-doyenne de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Nous sommes donc collègues à la Cato, l'Institut catholique. Elle a beaucoup travaillé. Alors je ne vais pas faire tout un curriculum vitae parce que c'est pompeux, c'est inintéressant. Voilà, ça prouve qu'on est en parfaite communion. Effectivement, j'en suis profondément convaincu. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, bien sûr, c'est de partager. Aude est venue il y a 2 ans à notre université d'été. Elle a beaucoup travaillé la pensée de Jean-Paul II, qui a particulièrement aussi travaillé homme-femme, la création, la Genèse, le Cantique des Cantiques, mais elle travaille aussi particulièrement en tant que philosophe. Donc c'est en tant que philosophe que nous l'avons invitée à nous donner cette première conférence afin de situer d'un point de vue philosophique. Elle-même va développer son sujet, de dire de quelle manière elle a envisagé de nous le présenter. Mais enfin, notre idée, lorsque nous nous sommes mis d'accord pour cette université d'été, c'est que cette première conférence soit un peu des fondements. Alors des fondements plutôt solides, j'en ai pas de doute, ayant parlé un peu avec Aude. Voilà. Donc accrochez-vous au bon sens du terme, c'est-à-dire on est vraiment dans les fondements. Et c'est important, ça me semble très important de partir là-dessus. Ceux qui connaissent déjà Aude savent sa passion, savent que nous allons être entraînés au pas de course de Marie-Madeleine. Donc ça nous fait beaucoup de bien, c'est exactement ce que nous devons faire, c'est de courir ensemble. Attire-moi, nous courons, dit la
laisser attirer afin de courir à l'appel. Merci Aude d'avoir accepté. Alors effectivement, dans la première partie du cours, la première heure, on va essayer de rentrer dans le fondement. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a une différence ontologique, une différence dans l'ordre de l'existence? Et puis la deuxième partie, ce sera un petit peu différent, peut-être un petit peu modifié. Jusqu'à présent, et dans des temps désormais un peu démodés, ce qui annonçait que j'étais un homme ou une femme était mon corps humain avec des cellules qui sont tous XX ou XY et qui ont entraîné le développement d'attributs génitaux dits masculins ou féminins. Vous savez que désormais ce n'est pas vraiment la mode, mais n'empêche que toutes mes cellules sont soit XXX, soit XY, sauf cas particulier de maladies intersexes. Et la théorie du gender nous dit en fait que nous avons une représentation psychique de notre sexe qui n'est pas nécessairement en adéquation avec notre génome. Et donc, nombreux défenseurs de cette théorie prétendent que mon sexe peut être choisi ou que je subis un sexe psychologique en raison de mon histoire qui est différent de mon sexe génétique. Donc deux choses différentes, mon sexe biologique et mon sexe psychologique. En référence, on pourrait dire psychologique au sens large, en référence à la psyché, à l'âme. Donc mon sexe, on pourrait dire spirituel, matériel. Et donc ce sexe psychique, il pourrait dépendre de ma liberté, une liberté éventuellement conçue comme absolue, c'est-à-dire comme pure indétermination. Donc, du point de vue de ma psychologie, je ne serais pas déterminée par les cellules de mon corps et par mon génome. Et d'ailleurs, les partisans de la théorie du gender vont nous dire que ce que nous affirmons, on le fonde sur l'expérience. L'expérience qui est quand même là où nous est donnée la vérité. Donc l'expérience est la preuve de ce qu'ils affirment. Des personnes qui ont un génome XX se sentent hommes et des personnes qui ont un génome XY se sentent femmes. Donc, pour bien comprendre les choses et pour pouvoir parler de la femme, il me semble indispensable que nous penchions sur ce que nous sommes, sur notre corps, sur notre âme, donc sur notre biologie, sur notre psychisme, au sens large de psyché-âme. Quel est le rapport entre le corps et l'âme? Est-ce qu'il peut y avoir le corps avec sa sexualité d'un côté et l'âme avec son autre sexualité de l'autre? Et donc, pour parler de tout ça, nous allons retourner à l'expérience. Et que nous dit notre expérience? Notre expérience, l'expérience que j'ai de moi, c'est que mon corps, c'est moi. Et c'est ce que disent les monistes, qui semblent entre autres contredire ce que dit Simone de Beauvoir: on ne naît pas femme, mais on le devient. Mais moi j'ai l'expérience que mon corps, c'est moi. Et même parfois, que mon corps me détermine. Et même presque qu'il décide pour moi parfois. Et par exemple, lorsque je tombe amoureux ou amoureuse, les récentes études des neurosciences montrent bien le rôle du corps dans le fait de tomber amoureux. Et elles nous disent que l'amour est un phénomène biochimique. Et nous sommes attirés par
par celui ou celle qui a des gènes CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, le plus différent des nôtres. On nous dit que les hommes sont attirés par des rapports taille-hanche à 0,7 qui traduisent un bon taux d'hormones, que les femmes préfèrent les larges épaules et les mâchoires carrées qui traduisent un bon taux de testostérone, mais que ça peut être un peu dangereux parce que plus le testostérone est élevé, plus il peut y avoir des risques de violence conjugale. Que quand une jolie femme fixe un homme avec un grand sourire lumineux, ça produit chez lui un flash corrélatif à une libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Nos sécrétions sont chargées de phéromones qui activent automatiquement l'hypothalamus du partenaire, et en présence de la personne que nous aimons, il se produit aussi une baisse de l'activité de l'amygdale cérébrale. Lorsque nous sommes amoureux, les transporteurs de la sérotonine subissent des variations que l'on observe chez les patients atteints de troubles obsessionnels compulsifs. Et puis, lors des relations sexuelles, nous sécrétons ou des relations conjugales, nous sécrétons de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, etc. Et on nous dit, ainsi, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, on nous dit un certain temps, 2 ans, parce qu'après, l'ocytocine diminue, l'hormone de l'attachement diminue. Et s'il y a un autre rapport à 0,7 qui passe par là, ben c'est tout. Voilà. Et moi, on dit 2 ans, ça va, parce que c'est le temps d'élever un enfant. Voilà. Après, ça peut changer. Et Hélène Fisher, anthropologue américaine, elle nous explique aussi que l'amour est l'un des 3 réseaux primordiaux du cerveau, l'un des 3 réseaux qui se sont développés pour pousser les êtres vivants à l'accouplement et à la reproduction. Et l'on nous dit également que tout cela, évidemment, va diminuer la notion même de libre arbitre et de responsabilité morale. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous tombons amoureux, c'est biologique, c'est biochimique. Et on va donc créer une nouvelle science qui s'appelle la neuroéthique. Donc les monistes affirment que nous sommes notre corps, et on peut bien comprendre cela, parce qu'effectivement, nous avons l'expérience d'être notre corps. Et ce qu'ils racontent sur les relations biologiques lorsque l'on tombe amoureux semble bien conforme à la réalité. Mais on dit que c'est peut-être un peu rapide. Un peu rapide aussi d'étendre, de remplacer l'éthique par la neuroéthique. Un peu rapide parce que cela ne renvoie pas à toute notre expérience. Et nous savons bien que le fait de tomber amoureux, ce n'est pas seulement dû à des raisons biologiques et à des réactions somatiques. Alors, les monistes ne nous diraient pas tout de l'expérience. Les monistes, vous savez, avec Jean-Pierre Changeux en maître, Jean-Pierre Changeux qui est scientifique et qui nous dit que l'âme n'existe pas parce qu'il ne l'a jamais trouvée sous son scalpel. Et là, on peut dire aussi qu'il y a un problème du scientifique parce qu'il a mis un filtre sur la réalité pour observer certains phénomènes qui passent à travers le filtre, et qui nous dit que ce qu'il ne voit pas au-delà de son filtre, ça n'existe pas. Donc, ce que nous racontent les monistes n'est pas tout à fait, n'est pas complètement satisfaisant. Alors, essayons d'aller un peu plus loin dans notre expérience, et ce que je vous propose, c'est de suivre Descartes. Descartes, dont Charles Péguy dit qu'il est ce cavalier, qu'il est et qu'il sera toujours ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. Alors, encouragé par Charles Péguy, suivez Descartes. Supposons donc maintenant que nous sommes endormis, que toutes ces particularités-ci, à savoir que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous étendons les mains et choses semblables, ne sont que de fausses illusions, et pensons peut-être que nos mains ni tout notre corps ne sont pas telles que nous les voyons. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses, je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente, je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien d'autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain.
Et c'est comme si tout à coup j'étais tombée dans une eau très profonde. Je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Non, ce n'est pas rien, il faut être courageux pour persévérer dans cette expérience. Allez, jetons-nous à l'eau. C'est difficile, mais c'est difficile parce qu'ici, plus personne n'aura de bras ou de pieds et plus personne pourra nager. Et qui va venir nous sauver, on ne sait pas. Donc vraiment, il faut y aller dans cette expérience, mais ce n'est pas très naturel. Il y a, nous dit Descartes, un je ne sais quel trompeur en plus, très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis, s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, je ne saurais jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » cogito ergo est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Je suis, j'existe, cela est certain. Mais combien de temps ? Autant de temps que je pense, car peut-être même qu'il se pourrait faire, si je cessais totalement de penser, que je cesserais en même temps tout à fait d'être. Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai. Je ne suis donc précisément parlant qu'une chose pensante, une res cogitante, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existante. Mais quelle chose ? Je l'ai dit, une chose qui pense. Et quoi davantage ? J'exciterai mon imagination pour voir si je ne suis point quelque chose de plus. Je ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le corps humain. J'ai un corps qui est une substance étendue. Je suis une substance pensante. Et j'ai un corps qui est une substance étendue, un corps comme une machine. La princesse Christine de Suède, de grande lectrice et admiratrice de Descartes, va demander à Descartes, mais comment peut-il donc se faire qu'en étant malade, ma pensée en soit affectée ? Je suis malade, j'ai de la peine à penser. Et Descartes va dire que c'est la question la plus intelligente et la plus difficile qu'on lui ait jamais posée, et à partir de là, Descartes va passer le reste de sa vie à essayer de dire l'union de l'âme et du corps, et jusqu'à abdiquer devant ce mystère indicible de l'union de l'âme et du corps, qui pour Descartes est un mystère de joie pour l'âme d'être unie à ce corps et de ressentir les passions du corps. Donc Jacques Le Péguy, je vous disais, loua Descartes, qui dans l'histoire de la pensée sera toujours ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. On peut dire, mais ce que Descartes dit colle-t-il vraiment à notre expérience, à l'expérience que nous avons de la réalité, et l'expérience qui nous donne la vérité. Parce que tout à l'heure, j'ai affirmé avec les monistes que j'avais l'expérience que mon corps était moi. Et là, Descartes nous dit, non, mon corps n'est pas moi, j'ai un corps. Moi, je suis substance pensante. Mais mon corps, c'est moi, et il semble que j'en ai même l'expérience neuroscientifique. Donc mon expérience, elle est celle d'être mon corps, et en même temps, elle est celle d'être davantage que mon corps. Alors, je veux bien m'amuser à suivre Descartes, mettre mes sens de côté, mettre mon corps de côté, et faire l'expérience que je suis une substance pensante. Mais le problème, c'est que je n'ai pas l'habitude de penser sans mon corps. Je n'ai pas l'expérience de penser sans mon corps. Et inévitablement, si je mets le corps de côté au début d'une démonstration, je ne le trouve pas à la fin. Donc je suis une substance pensante et je dis j'ai un corps. Mais ça, c'est une pétition de principe. Mais
on me dira, mais c'est pas parce que vous marchez avec des fers aux pieds, imaginons que vous marchez avec des fers aux pieds, et ces fers aux pieds, c'est pas parce qu'ils sont toujours avec vous, que vous n'avez jamais marché sans des fers aux pieds, que ces fers aux pieds font partie de vous. Et votre corps, c'est pareil. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que l'expérience, je dois l'accepter tout entière. Si j'ai l'expérience d'avoir des fers aux pieds, je ne dois pas mettre les fers aux pieds en dehors de cette expérience. Et c'est ce que fait Descartes. Mais qu'il le fasse pour s'amuser, ça me gêne pas. Qu'il en déduise à partir de là que je suis une substance pensante et que j'ai un corps, ça va. Même dans sa logique mathématique, logiquement, c'est une pétition de principe. Et ça va pas. La réalité, la vérité, il faut l'accepter tout entière. Donc, le monisme, ça ne va pas. Le dualisme, ça ne va pas. D'ailleurs, Descartes s'est rendu compte que le dualisme n'allait pas, parce qu'il a passé toute sa vie à essayer de dire l'union de l'âme et du corps. Donc il avait bien cette expérience aussi de l'union de l'âme et du corps. En fait, actuellement, on est dans une société très cartésienne, mais beaucoup plus cartésienne que n'était Descartes. Hein. Si on avait autant saisi l'importance de l'union de l'âme et du corps que Descartes, ça avait déjà. Mais il n'empêche que Descartes, il me semble que Peggy a tort de dire que Descartes est ce cavalier français qui est parti d'un si bon pas. Je pense que Descartes est ce cavalier français qui est parti d'un si mauvais pas. Le premier pas était mauvais, et après il a essayé toute sa vie de retrouver son chemin, et il a eu beaucoup de peine parce qu'il est parti dans le mauvais sens. Mais il est vrai que c'est difficile de... On a des tentations monistes et on a des tentations dualistes. Je suis mon corps, oui c'est vrai, et en même temps je suis davantage que mon corps. Et il y a des jours où je me regarde dans la glace, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi, et je me dis je suis mon corps, regardez-moi. Et d'autres jours, je me regarde dans la glace, ça va un petit peu moins bien physiquement, et je me dis non, je ne suis pas mon corps quand même. Je suis quand même beaucoup plus que ça. Donc on a nos jours monistes et on a nos jours dualistes. Et Éric Fiat, dans un texte intitulé Corps et âme ou qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal, nous dit en faisant du monisme la thèse de certains jours et du dualisme l'option d'autres journées, nous laissons déjà apparaître notre idée principale, à savoir qu'entre eux, il est urgent de ne pas choisir, que l'erreur des deux courants est de prendre des expériences phénoménologiques pour des vérités ontologiques. Qu'est-ce que la phénoménologie ? La science des phénomènes, la science de ce qui nous apparaît. Alors il y a des moments où mon corps m'apparaît comme mien, et puis il y a des moments où je m'apparais comme davantage que mon corps. Et le problème, c'est de prendre ces moments comme la vérité tout entière. Ces moments ne sont pas des moments, en réalité, je dois les accueillir. Je dois accueillir tous ces moments pour pouvoir penser et pour pouvoir parler de vérité ontologique. Je ne peux pas me fier qu'à une partie de l'expérience pour dire ce qui est vrai. Mon corps est-il mien ou mon corps est-il moi? Écrit Éric Fiat. Est-il pour mon âme un simple vêtement qu'elle eût pu ne pas endosser, voire une guenille puante, comme disait Sainte Thérèse? Ou bien l'extension même de mon âme? Faut-il donner raison à Chrysale? Oui, mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère. Ou aux précieuses ridicules qui prétendent affranchir leur vie spirituelle de toutes ces conditions corporelles. Il faut dire, écrit encore Éric Fiat, pas Éric Fiat, il faut dire à Jean-Pierre Changeux que ce n'est pas parce que l'homme ne peut penser sans son cerveau que c'est le cerveau qui pense. Cela nous rappelle la célèbre anecdote du violoniste Jascha Eyfert, qui, après qu'une admiratrice à la fin d'un concert l'avait félicité en lui disant extasiée « Ah, maître, comme votre Stradivarius sonne bien », prit son violon, le mit contre son oreille et répondit froidement « Eh bien, moi, madame, je n'entends rien ». Sans son âme, le corps n'est rien de plus qu'un violon sans violoniste ou qu'un violon joué par un débutant peu doué. Mais réciproquement, sans son corps, une âme
n'est rien de plus qu'un violoniste sans violon ou qu'un Eifertz jouant du saxophone. Mais qu'est-ce qu'hypostasier, sinon toujours durcir, pétrifier, figer le mouvement en un être stable, transformer le verbe en substantif? Le dualisme et le monisme sont des philosophies statiques, qui ont figé le phénomène comme s'il était valable tout le temps. Elle dit valable tout le temps, mais pas le seul. Il y a plusieurs phénomènes. Et réfléchissons à la démarche de Descartes. Descartes, comment il perçoit ce qu'il est en pensant. Mais quel est notre premier pas? Est-ce qu'il devrait être de penser? Notre premier pas, il doit être de vivre notre existence dans toutes ces dimensions, dans toutes les dimensions de notre être. Et pas seulement de penser. Est-ce que je ne suis que pensée? Non. Est-ce que je ne vis que par mes concepts? Non. Et même les intellectuels les plus idéalistes, les plus prétentieux et enfermés dans leur soi-disant haute sphère, boivent, mangent, dorment et font plein d'autres choses. Donc, pourquoi prendre pour point de départ le fait de penser mon existence? Alors, généralement, des fois, je commence des cours de philo comme ça, on est en philosophie, donc on va penser le concept, etc. Donc les élèves attentifs suivent tous et ils ne se rendent pas du tout compte que je suis en train de dire une grosse bêtise. La philosophie, c'est pas penser, c'est la sagesse. La sagesse, c'est pas que penser. C'est une anti-sagesse de ne faire que penser. Donc, pourquoi, vous disiez pourquoi prendre le point de départ du fait de penser son existence plutôt que d'actuer son existence. Ce que fait d'ailleurs Wojtyła dans son ouvrage Personne et acte, où il écrit l'expérience de la personne dans son acte qui est à la fois action si l'on envisage du point de vue de son principe, passion si l'on envisage du point de vue de son terme. On n'est pas dans un activisme à la mode. Mais voilà, et dans une préface à Personne et acte, préface pour l'édition en langue anglaise, dont l'authenticité n'est pas assurée, mais néanmoins je pense qu'elle est fiable, en tout cas ce qui est écrit est intéressant. Il écrit, et vous l'avez au texte 2, notre approche heurte de front un autre courant de philosophie moderne. Depuis Descartes, la connaissance de l'homme et son monde a été identifiée avec la fonction cognitive, comme si la cognition seulement, spécialement pour la connaissance de soi, pouvait manifester à l'homme sa nature et ses prérogatives. Et pourtant, l'homme se révèle-t-il lui-même en pensant ou plutôt en actuant réellement son existence? En observant, interprétant, spéculant ou raisonnant, choses susceptibles de changer, flexibles dans la mesure où elles sont des actes et souvent vaines quand elles sont confrontées avec les faits de la réalité, ou plutôt dans la confrontation même quand il doit prendre une position active sur des questions requérant des décisions vitales ayant des conséquences et des répercussions vitales. En fait, c'est en retournant l'attitude post-cartésienne à l'égard de l'homme que nous avons entrepris notre étude, en approchant l'homme à travers l'action. En fait, là c'est mal traduit, c'est à travers l'acte. L'acte qui est la voie, foi, action et passion. Mais les traducteurs sont tombés dans le piège dès qu'ils voient acte dans une langue étrangère et le traduisent action en français, ne considérant que l'initiative de l'acte et pas sa réception. Et pour comprendre ce qui se passe lorsque la personne pose un acte et devient dans cet acte, il faut un petit retour à Aristote et Thomas d'Aquin et à leur analyse de l'expérience. Et alors, pour cela, nous allons partir d'une expérience toute simple dont nous parle Thomas d'Aquin dans son commentaire au physique d'Aristote, et il nous dit: l'homme non musicien devient musicien. Il nous décrit l'expérience d'un
devenir. L'homme non musicien devient musicien, sous-entendu, il reste homme. Il devient homme musicien. Ah, si j'ai plus le livre. Donc il décrit cette expérience du devenir. Et ce que j'observe dans cette expérience du devenir, c'est qu'il y a quelque chose qui demeure. L'homme demeure. Il subsiste dans le devenir et on dit qu'il est substance. Et cet homme, il est non musicien. Que dit-on quand on dit qu'il est non musicien? On dit qu'il est privé du fait d'être musicien. Donc on dit une privation. Mais cette privation, c'est pas n'importe quelle privation. Parce que si on disait le chien non musicien, on dirait que le chien, il est absolument privé du fait d'être musicien. Et si on dit l'homme non musicien, on sous-entend en fait que l'homme pourrait être musicien. Donc il a la capacité à devenir musicien. Donc dans cette privation, on sous-entend quand même quelque chose qui est une capacité à devenir musicien. On va dire une puissance à devenir musicien. Ou en grec, on dirait il est. Il est ou oulé. Il est, qui veut dire le bois de construction. Il a le bois de construction à partir duquel il peut sculpter la forme du musicien. On va appeler ce bois de construction, c'est la matière à partir duquel il va pouvoir devenir musicien. Donc l'homme non musicien, il devient musicien. Est-ce qu'il faut aller chercher un autre... Ouais, En posant. Là, on n'a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Non, le verbe ne voit pas. Tu sais En posant l'acte de faire ses gammes. Il fait ses gammes et il devient musicien. Donc là, nous avons le musicien en acte. Il est vraiment musicien. Le musicien en acte. Il est passé, par cet acte de faire ses gammes, de la puissance... Il est allé chercher un jeu. Ouais. Quand ça arrive. De la puissance à l'acte. Il a la forme du musicien. Il a la forme du musicien. Mais cette forme, elle n'est pas différente de la matière, parce que la matière, elle est là, et en fait, la matière, on va dire qu'elle est informée. Il y a une forma in. Là, c'est de la matière. Désolé. Ça arrive. Avec le nom, on y arrive quand même. La matière informée. Il y a une forme dans la matière. Vous l'essayez. Une forme dans la matière. Et en grec, la forme, ça se dit morphée. Donc en fait, ce qu'on a là, c'est de l'illémorphisme. Enfin, en tout cas, le musicien, il est illémorphique. Il est matière et forme, une matière qui a été sculptée par le fait de faire ses gammes, a obtenu la forme du musicien. Et ce qu'on appelle un devenir relatif, parce qu'il est relatif à une substance qui demeure.
ce devenir relatif, il faut déjà qu'il y ait une substance. Donc il faut qu'il y ait eu un devenir substantiel. Devenir relatif qu'on appelle aussi accidentel. Pour qu'il y ait devenir substantiel, il faut, d'un homme en tout cas, il faut un gamète mâle, un gamète femelle. Enfin, c'est très genré comme. Mais bon, il y en a quand même un qui est XY et l'autre qui est XX. Et qu'ils se rencontrent et qu'on ait un bébé. Alors, ce devenir il est un peu plus difficile à comprendre et à décrire parce qu'on ne l'a pas complètement sous les yeux. Enfin, c'est pas aussi flagrant. Mais comme on a décrit ce devenir-là, on peut dire, ça, c'est la matière. Et là, il est. C'est le bois de construction. À partir duquel on va avoir un bébé. Puis comme on a une matière là pour le devenir relatif et une matière là pour le devenir substantiel, on va essayer de les distinguer. On a une qu'on va appeler matière première et l'autre qu'on va appeler matière seconde. Dans l'ordre de la connaissance, ce qui est premier, c'est ça. C'est plus facilement connaissable pour nous. Dans l'ordre des choses, c'est celui-là qui est premier. Parce qu'il ne va pas devenir substantiel, il ne va pas devenir relatif. Donc, on va prendre l'ordre des choses en soi et on va appeler ça matière première. Ah, c'est bien. Oui, ma plus bien. Et celui-là, matière seconde. Donc là, la matière première, mais pour qu'il y ait un bébé, il faudrait la forme du bébé. Est-ce que la matière première, la rencontre des gamètes, ça va suffire à donner la forme du bébé? En fait, non, parce que si vous regardez l'embryon, il y a la matière des gamètes, mais vous voyez que l'embryon, il se meut par lui-même. Il y a un principe de mouvement dans l'embryon qui est le principe de mouvement de l'embryon lui-même qui n'est pas le principe de mouvement de la mère. Donc, il y a un principe de mouvement. Alors on va se dire, peut-être que ce principe de mouvement, il va... D'ailleurs, ce principe de mouvement, pour que quelque chose soit principe de mouvement, qu'elle se meut par elle-même, il faut que ce principe de mouvement, il soit immatériel. Sinon, il n'est pas principe de mouvement. Parce que tout ce qui est mu peut être mu par un autre. Si mon feutre, il se meut, c'est parce que mon doigt a été principe du mouvement de mon feutre. Et si mon doigt, il est principe du mouvement de mon feutre, c'est parce que mes neurones ont mis en action mon doigt. Et si mes neurones ont été mis en action, c'est parce qu'ils ont été mus par autre chose, qui s'appelle les neurotransmetteurs. Et si les neurotransmetteurs ont été mis en action, c'est parce qu'ils sont mus par autre chose. Et à un moment, si c'est moi qui les décide, c'est parce que moi j'ai en moi un principe immatériel de mouvement, qui n'est pas mu par quelque chose d'autre. Donc si l'embryon, il se meut par lui-même, ça veut dire que son principe de mouvement, il est immatériel. Alors ce principe de mouvement, il vient d'où? Il y a une cause. Il vient d'où? Est-ce qu'elle vient du corps des parents? Ben non, le corps des parents, c'est matériel, c'est pas spirituel. Enfin, quand je dis spirituel, ça veut dire immatériel. Hein. C'est pas dans les hautes sphères mystiques, c'est seulement immatériel. Donc il ne peut pas venir du corps des parents, puisque ce principe de mouvement, il est immatériel. Alors on pourrait dire, il vient de l'âme des parents. Mais l'âme des parents, elle est simple et elle ne peut pas se diviser. Mon principe de mouvement, c'est le principe de mouvement de mes activités végétatives, sensitives et intellectives.
dis toujours moi je pour ces trois types d'activités-là. Je sens bien, j'ai l'expérience, c'est toujours le même je, c'est moi. Donc c'est pas le cas. Donc forcément, ce principe de mouvement, il vient d'ailleurs. Et on ne sait pas trop d'où. Enfin, sauf si on lit plus les commentaires de Thomas d'Aquin en physique d'Aristote, on va finir par comprendre d'où il vient. Il vient en fait d'un premier moteur qui explique le mouvement dans la nature, qui communique ce principe de mouvement à chaque créature. Et donc ce bébé, donc il est substance, il reçoit un principe de mouvement. Ce principe de mouvement qui est nécessairement immatériel. Ce principe de mouvement est nécessairement immatériel, il est le principe de son activité végétative. Il est le principe de son activité sensitive, dès qu'il y aura l'organisation de la matière suffisante pour que ce caractère sensitif de son principe de mouvement puisse s'exercer. Et il est intellectif dès qu'il y aura l'organisation aussi de la matière suffisante pour que ce caractère intellectif puisse s'exercer. Et certains vont dire, bah oui, enfin non, là ce principe de mouvement, il est juste végétatif, et il n'y a rien d'intellectif, on n'est pas encore face à une personne humaine, parce que le développement de la matière n'est pas suffisant. Mais on pourrait dire, ben oui, mais jusqu'à 7 ans, à ce moment-là, le développement de la matière n'est pas suffisant pour que l'intelligence puisse pleinement s'exercer, puisque le développement cérébral se fait jusqu'à 7 ans. Et puis après, les processus cataboliques sont supérieurs aux processus anaboliques, donc après, ça dégringole. Donc avant 7 ans, on n'est pas personne, et après 7 ans, on n'est pas personne. Donc ce n'est pas très logique. Après, certains vont dire, non, en fait, le principe de mouvement, il est végétatif au départ, et puis quand l'organisation de la matière est suffisante pour qu'il soit sensitif, du caractère sensitif est donné, etc., etc. Bon, c'est des discussions très compliquées, mais ça change, en fait, ça change pas grand-chose. Ce bébé, il a toujours un principe de mouvement, son âme, qui est là et il est pleinement personne humaine. Cette âme, c'est cette âme qui va donner la forme du bébé. Ce principe de mouvement qui va donner la forme du bébé. Vous voyez, quand vous êtes face à un cadavre, le cadavre, il perd sa forme, il se décompose. Parce qu'il n'y a plus de principe de mouvement en lui. Quand il y a un principe de mouvement, le principe de mouvement, il donne la forme. Donc cette âme, ce principe de mouvement, on va l'appeler aussi la forme du corps. Parce que c'est cette âme qui va sculpter la matière première. Et cette matière première, ce n'est pas une pure indétermination. Parce que dans cette matière première, il y a tous les gènes. C'est bien le bois de construction. Ce n'est pas n'importe quel bois de construction, c'est un bois de construction qui est unique en son genre. Et donc, cette âme, elle va sculpter, ce principe de mouvement, elle va sculpter cette forme, cette matière première, là, et pas une autre. Le principe fonctionne. Merci. J'espère. Donc, elle va sculpter cette matière première-là et pas une autre. Et la matière première, elle joue. On sait bien, lorsque Michel-Ange va choisir le marbre pour sculpter la Pietà, il ne prend pas n'importe quel marbre. Et lorsque l'ébéniste va choisir
du bois pour sculpter son Pinocchio, et ben déjà il choisit le bois. Il prend le tronc d'arbre avec cette branche qui part comme ça parce que ça va déjà faire le nez du Pinocchio. Enfin bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce bébé, il est mort vite. Il a une matière première qui est sculptée à une forme. Et donc, vous voyez, le rapport, ce qu'on appelle l'âme, qui renvoie à la morphée, et le corps, qui renverrait plutôt à l'idée, c'est pas une union de l'âme et du corps comme ça. Le corps d'un côté, et puis l'âme qui commanderait, qui recevrait les informations du corps. Non, c'est comme ça. Les deux sont liés, les deux sont indissociables. À tel point, je vous ai mis le texte que vous pourrez lire. Wojtyła va dire, en fait, lorsqu'on parle de corps et d'âme, on parle mal. Parce que quand on dit corps humain, on dit déjà âme humaine. On dirait cadavre. Sinon, on dirait cadavre. Et donc, quand on dit corps et âme, on dit 2 fois âme. Et c'est pour vous montrer à quel point, du coup, les deux sont liés. Alors, que peut-on dire de plus à partir de là? Si l'âme est la forme du corps, ça veut dire que le corps et nous allons tenir, que l'âme va tenir du corps, de la matière plutôt, son individualité. Tous les hommes ont une même humanité, mais ils ne vont pas avoir, leurs âmes ne vont pas toutes être identiques. Ce qui est reçu, nous dit Thomas d'Aquin, est reçu selon le mode de ce qui reçoit, selon le mode du récipient. Et c'est le corps qui est différent. Donc les âmes vont se diversifier en raison des corps, des matières. À chaque fois, je vais reparler de corps et d'âme, mais vous saurez que quand je parle de corps et âme, ça veut dire ilémorphisme, en fait. Parce que je parle mal quand je parle de corps et âme. Donc les âmes se diversifient en raison de la matière première qu'elles informent. Mais c'est pas tellement difficile à comprendre. Michel-Ange, s'il avait fait sa prépa dans du béton, il n'aurait pas eu les mêmes mouvements pour la sculpter. Ça n'aurait pas donné le même résultat à la fin non plus. Et donc, si j'ai tel corps, je vais avoir telle âme pour sculpter cette matière-là. Donc, le corps a un rôle, ou l'idée a un rôle essentiel dans la constitution de l'individualité. Je voulais ceci, Sœur Marie de l'Assomption vous l'explique très bien en reprenant plusieurs textes de Thomas d'Aquin. Et je voulais le lire avec vous, le texte 5, pour moi c'est en gras. Même parmi les hommes, certains sont encore mieux organisés. Il leur échoit, par conséquent, une âme à l'intelligence plus vigoureuse. C'est pourquoi ceux dont la chair est fine ont l'esprit bien droit. C'est sûr que mes capacités intellectives, elles vont dépendre de mon corps. Il y a quelques personnes dans l'histoire qui sont capables de faire 3 choses à la fois. Et Napoléon, il paraît, Jean-Paul II aussi, il écoutait des conférences, il écrivait un autre texte en même temps, et après il faisait la synthèse de la conférence en allant plus loin. Ou alors il demandait à une de ses amies, Wanda Poltavska, de venir à Castel Gandolfo l'été pour lui faire la lecture. Mais c'est parce qu'il travaillait à autre chose en même temps et il écoutait la lecture. On peut se dire, là il y a peut-être quelque chose qui tient du surnaturel, mais même du point de vue naturel, il peut y avoir une organisation de la matière, une organisation cérébrale qui soit plus efficace.
Ceux qui ont la chair plus fine, à l'heure actuelle, les psychomotriciens, vous savez, ils disent il faut laisser les enfants patouiller à un certain âge, toucher les choses. Et c'est parce que l'intelligence passe par le sensible. Et plus ils auront patouillé, et plus ils seront intelligents. Mais pour développer la finesse de leur sens, ils en ont besoin. Donc c'est pourquoi, selon la chair est fine, l'esprit bien vu. Il en va de même sur le plan des vertus intellectuelles ou morales. Certains, par l'état de leur corps, sont prédisposés mieux ou plus mal à certaines vertus. Car les facultés sensibles est en fonction de certains organes du corps, la disposition de ces organes favorise ou empêche ces facultés dans leur acte, et donc des facultés rationnelles auxquelles obéissent ces facultés sensibles. Ainsi, certains ont des aptitudes à la science, d'autres à la force, d'autres à la tempérance. Inversement, un mauvais état du corps peut entraver toute manifestation de la vertu humaine. La vertu, qui est l'habitus, c'est-à-dire la facilité à bien agir acquise par répétition d'actes. Et nous femmes, on peut encore parler de femmes, nous femmes on le sait parce que nos hormones varient. Et il y a des périodes du cycle où il est plus facile de poser certains actes que d'autres, où il semble que l'on soit plus vertueux que d'autres. Enfin, notre facilité à bien agir est, dans certains domaines, aussi, on pourrait dire, facilitée par l'état dans lequel se trouve notre corps. Et si nous avons des troubles hormonaux, ça peut pas entraver de manière absolue, mais ne pas faciliter certains actes. Inversement, un mauvais état du corps peut entraver toute manifestation de la vertu humaine. De même, les actes des puissances de l'âme, qui sont les actes des organes corporels, sont empêchés par ce qui empêche le jeu des organes. C'est ainsi qu'un trouble ne voit pas clair. Donc tout cela, en fait, me fait comprendre comment ça se passe en moi et vient, comment dire, vient me faire comprendre les raisons de mon expérience. Et quand je pense pas sans mon corps, mais je pense avec mon corps. Je connais avec mon corps. Je connais dans un contact cognitif immédiat du sujet à l'objet. Je touche ce plateau lisse, je ne sais peut-être pas encore que c'est une table, etc. Peu importe, je touche ce plateau lisse, je sais que c'est plat et que c'est lisse. Et c'est passé par mes sens. Donc mon intelligence, elle est pas seulement spirituelle, pas seulement immatérielle, elle est aussi corporelle. Et si elle est corporelle, elle est aussi filiale. Parce que cette matière, elle vient de mes parents. Donc mon intelligence, elle est filiale, corporelle et filiale. Et je suis libre avec mon corps. Alors, je me mets debout pour expliquer et je dis regardez la table de mes jambes. Alors là, c'est de la triche parce que j'ai une estrade. Et croyez-vous que j'ai la liberté de gagner les Jeux Olympiques en course à pied? Non, parce que j'ai des jambes trop petites. Et en plus, j'ai pas les fibres musculaires de type 1 ou de type 2, là qu'on est même que les Kenyans. Et donc, je gagnerai jamais les Jeux Olympiques en course à pied. Ma liberté, elle dépend aussi de mon corps. Je suis libre avec ce corps. Et moi, je peux avoir la possibilité de porter des enfants, mais un certain nombre d'entre nous ne l'auront jamais. La liberté de porter un enfant pendant 9 mois. Ma liberté, elle est corporelle et filiale. Alors, si ma liberté était une pure indétermination, ce qu'on appelle une liberté absolue, je pourrais choisir mon sexe. Mais ma liberté, elle est libre avec ce corps qui est le mien, avec ce corps sexué, dont toutes les cellules sont sexuées, ce corps que je n'ai pas choisi. Donc ma liberté corporelle, elle est féminine ou masculine. À ce propos, je vais vous rappeler
un petit extrait de Veritatis Splendor au passage 48 et 47, Jean-Paul II souligne, je cite, qu'il convient de considérer avec attention le rapport exact qui existe entre la liberté et la nature humaine, et en particulier la place du corps humain du point de vue de la loi naturelle. Les pensées qui réduisent la personne humaine à une liberté spirituelle, purement formelle, méconnaissent la signification morale du corps et des comportements qui s'y attachent, et traitent le corps humain comme un donné brut, extrinsèque à la personne. Encourager à ne pas considérer la liberté comme purement spirituelle et comme purement formelle, ce que font beaucoup d'auteurs depuis Descartes, et ce qui explique bien Jean-Paul Sartre, et de manière très synthétique, rapidement. Il n'y a pas de nature, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Il n'y a pas de Dieu, nous dit ça, parce que je ne veux pas qu'il y en ait. QFD. Alors vous allez dire non, c'est pas QFD, parce que c'est le plus grand dérèglement de l'esprit de dire quelque chose n'existe pas parce que je ne veux pas. Mais en même temps, ce que dit Sartre n'est pas si bête. Il dit il n'y a pas de Dieu parce que. Enfin, il ne dit pas tout à fait ça. Il n'y a pas de Dieu parce que je ne veux pas qu'il y en ait, je ne veux pas, c'est l'affirmation de ma liberté absolue. Si je suis libre, absolument libre, c'est que je suis absolument indéterminé. Si je suis absolument indéterminé, c'est qu'il n'y a pas de nature. Parce que la nature me déterminerait. S'il n'y a pas de nature, c'est qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Parce que Sartre sait très bien que si j'affirme une nature, forcément, ça veut dire que quelqu'un m'a donné cette nature. Et qu'il s'appelle Dieu. Donc, il n'y a pas de nature, donc il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu parce que je ne veux pas qu'il y en ait. L'affirmation de ma liberté absolue nie l'existence de Dieu. Sauf que ma liberté n'est pas absolue, entre autres parce qu'elle est corporelle et filiale. Mais bon, il y a bien quelque chose d'immatériel dans cette liberté. Il y a bien quelque chose d'immatériel dans mon intelligence. Parce que je peux penser que je pense. Et la matière, elle n'est pas capable de faire retour sur elle. Je peux vouloir, aimer. Donc mon intelligence et ma liberté sont aussi immatérielles. Elles sont capables d'opérations immatérielles qui ne dépendent pas tout le temps de la matière, qui peuvent ne pas dépendre de la matière. Donc elles sont aussi incorruptibles. Donc mon âme, elle est liée au corps, liée à mon corps, mais en même temps, elle outrepasse pour certaines opérations son caractère corporel. Je suis mon corps et je suis aussi davantage que mon corps. Et c'est intéressant de se dire, c'est mon âme intellective, incorruptible, qui est la forme de ce que je suis, qui est la forme de mes pieds. Donc je dis qui est la forme de mes fesses. Et si mon âme intellective, incorruptible, est la forme de mes fesses, ça veut dire que je ne vais pas faire je ne vais pas en faire n'importe quoi. Et que la forme de mes fesses est appelée à ne pas réagir par instinct en oubliant la dignité, la hauteur de ma dignité de personne humaine. Tout cela, pourquoi je vous parle de tout cela? Vous dire, bon, mon corps est sexué, on est d'accord. Mais les partisans de la théorie du gender le disent aussi. Est-ce que mon principe de mouvement, il est sexué? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez oui, ça ne m'étonne pas pour un carme. Parce qu'Edith Stein, elle dit ça aussi. Mais il y a certains thomistes qui disent non. Ce qui est surprenant, c'est que mon principe de mouvement, je dirais oui, et ça m'interroge, parce que à l'origine de mon principe de mouvement, est-ce que le premier moteur est sexué? Là, je dirais non.
Mais alors peut-être que oui, mais Oui, mais le premier moteur, il se communique oui, pas voilà, tout entier. Enfin, moi, je suis pas Dieu. D'accord. Comme dit Jean Voilà. Lacroix, il y a Voilà. il y a une Non, non, similitude du coup, existentielle et une infinie dissimilitude essentielle. J'existe Mm. comme Dieu existe, Bien mais sûr. ce qui existe est infiniment différent. Donc ça, c'est pas gênant. Et dans mon cas, c'est sexuel. Donc, Vous me donnerez tu me donneras cette référence. On va croire. Oui. Faut que j'aille chercher le contexte. Il faudrait que je retrouve. Mais c'est dans la thèse, en tout cas dans la thèse de Carole Wettig. D'accord. Sur Jean Lacroix. Mais je retrouverai la réponse. Sexuel. Donc, Edith Stein aurait tendance à dire oui, ce principe de mouvement, il est sexué. Et on peut évidemment le penser en disant que cette âme, ce principe de mouvement, il est infusé dans un corps sexué et qui est la forme de ce corps-là. Donc, cette forme est sexuée. Dans son ouvrage Homme-Femme entre identité et différence, Michel Bouyancé, qui vient de l'UPC à Paris, explique que cette différence entre hommes et femmes chez Aristote et Thomas tiendrait du corps et non pas de l'âme. Et il l'a déjà dit d'ailleurs pour quelqu'un qui aurait une maladie intersexe, on pourrait d'ailleurs se demander le sexe, son principe de mouvement. Et pourtant, elle est tout autant personne que les autres. Mais alors voilà, alors après il y a des discussions compliquées de spécialistes pour savoir si l'âme ou non est sexuée. Mais à la rigueur, on s'en fiche, ça ne change rien au problème. Parce que même si mon principe de mouvement n'est pas sexué, tout son être est d'animer un corps qui est sexué. Et le but de l'âme, c'est pas de penser sans le corps, ni d'être libre sans le corps, sinon on ne pourra rien faire. Nicolas Love dit que quand à la mort, le corps perd son organisation, l'âme, son caractère incorruptible, il reste là, et qu'est-ce qu'il peut faire? On ne sait rien. On va dire qu'il est dans un état de violence. Après, si vous avez la foi, vous allez dire des choses, mais quand on est philosophe, on s'arrête là. Et donc cette âme, tout son être, c'est d'animer ce corps sexué, de toute façon. Et de toute façon, je vais penser avec ce corps-là, qui est ou homme ou femme. Donc de fait, si elle n'est pas sexuée au départ, c'est pareil. D'ailleurs, je ne sais pas si on va trancher un jour pour dire si elle est sexuée ou pas. De fait, moi, je suis entièrement sexuée. Et la forme d'une matière, la matière sans la forme, ça n'existe pas. Vous voyez, ce feutre, il a matière et forme. Vous ne pouvez pas lui enlever sa forme. Enfin, vous pouvez le détruire, on peut le casser, on peut le mettre en poussière, mais la poussière aura toujours une forme. Donc peu importe, finalement, ces discussions de spécialistes, si l'âme est sexuelle ou pas. Je suis pleinement homme ou pleinement femme. Et cela influe sur toutes mes activités. Je pense comme une femme, parce que je n'ai pas un cerveau d'homme. Après, il y a une certaine plasticité, évidemment. Il y a la nature et il y a l'acquis. Il y a l'acquis qui peut être, comme dit Thomas, comme une consuetudo, en fait, c'est une habitude qui crée une seconde nature. Et je vais avoir développé certaines parties de mon cerveau ou ne pas développer certaines parties de mon cerveau parce qu'on m'aura guidé d'une manière ou d'une autre. Et Stein va dire les femmes, il faut leur faire un peu de mathématiques, même si elles n'aiment pas trop ça. Parce que ça les aide à ne pas rester dans leurs émotions. Enfin, c'est un peu nudiste, un peu plus subtil. Michel Bouyancé, je termine bientôt. Pour qu'il y ait une petite pause quand même. Michel Bouyancé écrit « Il y a quelque chose dans la féminité qui n'est pas la force masculine, mais comment en rendre compte? C'est impossible, nous dit-il, par un concept distinct. La connaissance et la différence du masculin et du féminin est non conceptuelle,
c'est-à-dire en deçà et au-delà d'un concept distinct adéquat. Les mots qui rendent compte de l'homme et de la femme indiquent une tendance, une tonalité, des manières d'être qui varient selon les époques et les sociétés, tout en s'enracinant dans le corps, car cette compréhension de l'homme et de la femme se fait toujours à partir du corps, qui seul, nous dit-il, permet la distinction fondamentale et fondatrice du discours sur l'homme et la femme. Nous savons qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec Edith Stein sur le fait que l'âme soit féminine ou masculine, mais Edith Stein aussi va distinguer des types masculins et des types féminins, des types plutôt masculins et des types plutôt féminins. Et nous dire, en gros aussi, là Edith Stein est plus subtile que ça, mais qu'elle nous fait une caricature, elle dessine des gros traits, mais ces gros traits nous servent à comprendre l'homme et la femme. Donc, si on observe que les hommes ont plus le sens de l'orientation, ça veut dire qu'une femme qui aurait le sens de l'orientation et une partie de l'aire cérébrale un peu plus développée que la moyenne des femmes, en serait un garçon manqué pour autant. Et un homme qui n'aurait pas le sens de l'orientation n'aurait pas non plus perdu de sa virilité. Donc ce sont des gros traits, mais qui peuvent nous aider à comprendre la manière d'être des hommes et des femmes. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie et vous avez bien mérité votre petite pause. De combien de minutes? Merci. Est-ce que si on dit 10 minutes, c'est trop? Non, 10 minutes, c'est bien. 10 minutes? Bravo. Déjà.